Merci de nous rester fidèles et c'est toujours un honneur et un plaisir de vous savoir auprès de votre poste récepteur télé ou radio pour recevoir cette émission au fil de la semaine avec l'analyse, le commentaire et le décryptage des professionnels de l'information, des faits marquants de la semaine qui s'achève à présent. Et je disais alors que les anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré sont partagés entre être rétablis dans leurs droits, comme ils le clament, ou déguerpis selon le deadline du patrimoine bâti public. Le président de la transition semble-t-il prendre les choses en main en conseil des ministres cette semaine si le colonel Mamadi Doumbouya a rappelé sa volonté, sa ferme volonté d'ailleurs, à poursuivre le programme de récupération des domaines de l'État. Cependant, pour ce qui est du cas particulier de la cité ministérielle, le chef de l'État a rappelé la diversité des situations qui prévaut dans cette zone. Il a précisé que l'examen du cas particulier se fera sans passion et dans le respect scrupuleux des règles de l'art. Cela pourrait-il s'étendre à Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo? Cette analyse ne devait-elle pas aussi toucher les autres domaines comme la SIG Madina et les autres cités entre autres? Ce sont des questions que nous posons dans cette émission. Cette semaine qui finit, la Cour de répression des infractions économiques et financières a encore fait parler d'elle. Plusieurs dignitaires du régime de faim ont défilé devant le haut commandement de la gendarmerie nationale. Auditionné d'abord, c'est l'ancien ministre du budget Ismaël Djoubaté, Evelyne Fola Mansari, ancienne DAF du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui ont été conduits à la maison centrale avant d'être relâchés quelques jours après. Pendant ce temps, les anciens directeurs généraux de la SEG et du fonds d'entretien routier sont toujours détenus à Coronti, sujet également à décrypter dans cette émission. Oui, on était sur le sujet concernant ces communiqués du chef d'état-major des forces armées invitant les militaires à rester dans les garnisons, et les chefs d'unité, les commandants d'unité devraient remonter en tout cas les mouvements d'armes toutes les 3 heures. Je suis de ceux-là qui pensent qu'on devait communiquer à l'interne. Vous savez, l'armée, généralement, on dit que c'est l'institution, d'ailleurs, l'institution la plus organisée, sinon l'une des institutions les plus organisées. Oui. Même bien avant l'arrivée des téléphones et autres, là, les nouvelles technologies, ils ont un système de faire passer l'information plus rapide que l'informatique, il faut le rappeler, l'origine de l'informatique, c'est dans l'armée américaine. Voilà. Pour passer les informations. Et aujourd'hui, on parle, on est à l'heure du numérique. Je pense qu'ils pouvaient communiquer entre eux là-bas et que le message qu'ils veulent faire passer passe très bien sans qu'on ne soit pas au courant, sinon que quelques médias puissent avoir les infos par des fuites, quoi. Sinon, ce qui se passe là, on risque de s'aimer la panique au sein de la société. Et c'est pas normal, on est dans une période très sensible, il faut éviter certaines communications qui puissent effrayer les gens. Pourquoi on demanderait aux militaires de rester dans les casernes? Si on se limitait là, peut-être c'est pas tellement grave, mais on dit de faire remonter les informations liées à la prise d'armes à chaque 3 heures. Il y a quelle urgence? Ouais. Vous comprenez? Ça nous amène à se poser beaucoup de questions. Donc, ils donnent le livre. Et si vous avez pris la décision alors de publier un communiqué, prenez le soin de nous donner les raisons de cette décision. Quand même. En tout cas, comme vous l'avez dit, si ça s'est passé entre eux en télégramme, ça se discute entre eux, on l'aurait appris, mais par rumeur. Mais lorsque c'est passé en communiqué, ça veut dire qu'il y a problème. Ça effraie et ça donne libre cours à tous les commentaires. Tcherno était en train d'évoquer certaines hypothèses tout à l'heure qu'il ne faut pas écarter, mais il y a aussi beaucoup d'autres qui cherchent à faire un lien entre ce communiqué et la date butoir donnée à Cellou et à Sidya concernant la libération de leur résidence. Oui. Vous savez que c'est demain lundi. D'aucuns disaient est-ce que les militants n'allaient pas s'opposer à leur déguerpissement. Donc on s'est dit est-ce que bon, s'il y en a, bien entendu, puisque là aussi on se pose beaucoup de questions sur le calendrier de la justice qui, à mon avis, devait trancher avant demain. Oui.
Dès la semaine passée, on devait quand même situer chacun sur son sort. Voilà, mais si on programme le verdict final jusqu'au jour J, le même lundi. On va en parler tout à l'heure. Une fois encore, il faut éviter certaines communications en cette période. Et c'est pour garder la sérénité au niveau de la cité. Oui, rapidement. Il faut quand même rappeler que depuis que cette junte est venue, il faut rappeler qu'on a mis quand même tous les généraux à la retraite, on a mis beaucoup d'officiers de la police à la retraite, de la gendarmerie, même ceux-là qui avaient été mis dans le dispositif du CNRD, parce qu'on a dit que c'est toute l'armée, la police et tout ça. Il y a quand même des gens qui avaient été promis à des postes, mais qui ont été destitués, qui ont été limogés. Après, il y a des préfets militaires qui ont été limogés entre-temps. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que parce qu'il y avait des raisons évidentes de corruption ou d'écartement, en tout cas la ligne qui est tracée par le CNRD, ou pour des faits qu'on peut aujourd'hui craindre avec ce communiqué qui a été rendu public. Je pense que ça peut être une piste parce qu'il a quand même été dit dans l'opinion que les militants s'opposeraient à toute action de déguerpissement brutal de Cellou ou de Sidia. Mais on sait que l'action est pendante devant les juridictions. Oui. Ce n'est pas encore vidé à ce niveau-là. Même si c'était le cas, je pense qu'ils auraient mieux à gagner après ce communiqué en faisant savoir qu'il a été pris parce qu'il y a des risques de manifestation et que peut-être la raison pourrait être qu'au cas où il y a manifestation, qu'on n'accuse pas après l'armée d'être celle, s'il y a répression qui est à réprimer, parce que ça quand même on a l'habitude aussi de le voir. Parfois on essaie de consigner l'armée dans les casernes quand il y a des manifestations pour éviter qu'on accuse l'armée d'être celle qui a réprimé. Mais je dis que si c'était le cas, on aurait dû nous le dire pour éviter aujourd'hui la psychose qui a été installée du fait de cette communication qui a été faite. Nous, Baldé, c'est vrai, le communiqué est passé, mais on s'attendait plutôt à une autre communication détaillée pour nous dire qu'est-ce qu'ils soupçonnent, pourquoi cette décision, parce que si le communiqué il est pris, il est déjà désormais sur la place publique et le citoyen lambda a besoin de savoir qu'est-ce qui trame. Absolument, et je pense que la junte actuelle au pouvoir banalise quelque chose de très important. C'est que l'opinion va penser de ce qui est en train d'être fait. Parce que Thierry nous rappelait tantôt nos premiers échanges après le coup d'État. On était enthousiaste, en tout cas moi je l'étais vraiment. On croyait en cette junte. On sait que l'ambiance actuelle n'est pas la même. N'est plus la même, oui. N'est plus la même. On sait, si on jette un coup d'œil sur ce qui se faisait dans les états-majors des partis politiques, je me souviens même d'une déclaration de Cellou Dalein qui refusait qu'on le présente comme un adversaire de la junte et qui disait clairement qu'il était un partenaire de la junte. Et tout le monde chantait colonel libérateur. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Et une telle communication peut amener certains dans les quartiers et ailleurs à se dire que la junte est consciente qu'elle n'est plus populaire et qu'elle est pratiquement rejetée par les populations. Et qu'elle manque de sérénité. Oui, c'est-à-dire que parce qu'il y a la mission de la CEDEAO dans nos murs. CEDEAO qui avait quand même et même des Nations Unies, oui, qui avait donné 6 mois à la junte, 6 mois qui sont presque arrivés à terme, et donc on peut penser que la junte est désormais consciente que c'est par la force qu'elle est en Guinée, c'est par la force qu'elle dirige, c'est par la force qu'elle agit. Et ce n'est pas une bonne image pour elle. Voilà, par la force, vous permettez. Je suis d'accord qu'ils peuvent penser ainsi, mais aujourd'hui la situation est telle que Mamadi Doumbouya et ses hommes sont obligés aujourd'hui, ils n'ont aucun choix que d'aller dans le sens d'une transition
Ce ne sont pas des autorités légitimes, ce sont des putschistes qui ont pris le pouvoir et qui ont arrivé quelqu'un. Je termine, Daouda. Aujourd'hui, dans l'actualité dans la sous-région, donne raison à ceux qui pensent que aujourd'hui, le CNRD n'a de choix que d'aller dans le sens normal. Regardez au Burkina ce qui se passe. Les gens, ils ont déjà une idée sur ce que va être leur transition. Au Mali, vous apprenez qu'il y a des tentatives de création d'un gouvernement parallèle malien. On a même vu circuler une photo de Abidjan. Exactement, à partir d'Abidjan. Et on sait, et des manœuvres comme ça sont souvent soutenues par des Occidentaux. Et on a vu des gouvernements occidentaux et locaux en Libye et tout ça. Aujourd'hui, si on veut en tout cas maintenir la stabilité dans notre pays et continuer à être utile à ce pays, c'est d'aller dans le sens conclu avec tout le monde et ne pas trahir les engagements de départ. Comme ça, on nous évitera des sanctions, on nous évitera d'être visés par des choses qui ne nous aideront pas à nous développer, et ça évitera justement à Colonel Doumbouya et à ses hommes de sortir par la petite porte. D'accord. On va changer le sujet et c'est là juste après cette transition. Toute l'actu de la semaine. L'autre sujet qui a quand même fait encore couler beaucoup d'encre et salive, c'est cette sortie de Charles Wright, Alphonse Charles Wright, le procureur près la cour d'appel de Conakry. On va commencer avec vous et on dit à César ce qui est à César. Pardon? On n'a pas parlé de déguerpissement. On arrive à cela, on arrive à au déguerpissement. Puisque ça, on en parle une minute, et puis on poursuit avec les autres sujets. Oui, Charles Wright, pensez-vous qu'il est dans la dynamique de vouloir coûte que coûte faire taire la presse en cette période de transition? Charles Wright, de passage, je rappelle que j'aime bien son nom. Ça, c'est naturel, quoi. Ouais, passé. C'est un nom extraordinaire. J'aime bien son nom, honnêtement. Mais j'ai pas aimé sa communication du tout qui a provoqué le syndicat. Et je pense qu'il fallait parler, il fallait se faire entendre pour recadrer les choses. C'est ce que nous avons fait. Et Charles Wright, personne ne peut le nier, en tant que magistrat, le droit de poursuivre, vous comprenez. Mais le fait de vouloir aller dépasser les limites de ses prérogatives, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc cela pourrait cacher des velléités de museler la presse. Et nous disons au SPPG que la liberté de la presse est non négociable. On le répétera devant n'importe qui. Elle est non négociable. Donc, la liberté de la presse et non le libertinage de la presse. Non, là aussi on l'a dit dans la déclaration. Quand vous lisez attentivement la déclaration, à la fin, nous avons invité les journalistes à la responsabilité. C'est pour dire que nous n'encourageons pas des dérapages, des bavures, ou je ne sais pas comment on va les qualifier, des dérives professionnelles. Donc, le fait de vouloir faire un lien entre son parquet et la haute autorité de la communication, on s'est dit c'est inacceptable. Il y a une haute autorité de la communication qui ne semble plus avoir de président, là, on ne sait pas trop. Oui, allez-y. Bon. Allez-y. Ah, d'accord. Donc, on l'a rappelé, ce n'est pas un tribunal, là où les procureurs sont placés sous l'autorité du parquet général qui dirige. Les commissaires de la HAC ne sont pas des OPJ qui doivent transférer les procès-verbaux de leur travail aux différents procureurs pour des fins de poursuite judiciaire. Quand ils font leur travail de monitoring, le rapport c'est pour eux-mêmes, les commissaires de la HAC, c'est pour les analyser, les confronter à des confrères qui sont mis en cause, comme ils l'ont fait dans le cas Joma par exemple, prendre la décision, une décision. Vous comprenez, mais c'est pas à dire qu'on va donner ça au procureur. Et lui, il partait dans ce sens, puisqu'en plus du communiqué qu'il a fait publier, pour les journalistes qui étaient à sa conférence de presse, il a fait d'autres commentaires. Ce qui n'est pas écrit là-bas, il a fait des commentaires, là où vous sentez clairement, il veut donner des instructions à la HAC. Il dit attendre le travail de la HAC, et puis il dit même qu'il a le pouvoir de demander à la HAC de mettre des éléments sonores et autres enregistrements à sa disposition. Non, il peut le demander
Le procureur peut demander ça aux médias qui sont concernés. Quand, par exemple, les GG sont incriminés, ça n'arrivera pas. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. C'est un exemple que je donne. Ou bien en tout cas, quand une émission est incriminée, et puis il arrive à la justice, le procureur peut dire, bien entendu, à Adafo Média, donner la pièce à conviction. Exactement. Mais ce n'est pas d'aller à la hack. Donc, il fallait recadrer les choses. D'accord. Je pense que le message commence à passer, puisque nous, toutes les informations qu'on avait eues, les choses qui devaient se passer à partir du mardi passé, on s'est rendu compte qu'il y a eu chamboulement des choses. Rien n'en a été. D'accord. Oui, Thierno Amadou Camara, je vais venir tout à l'heure nous balder. Thierno Amadou Camara, on a, en tout cas dans les couloirs, il y a eu des associations de presse qui ont été reçues par le procureur Charles Wright, mais certaines positions ne semblent pas être honorables pour la presse. C'est une question assez délicate parce qu'il s'agit de la maison, il s'agit de l'intérieur. de la cuisine interne. Voilà, et très souvent, nous faisons de l'actualité. Quand vous jetez à la figure la cuisine interne des autres, vous ne voulez pas parler de ce qui se passe chez vous? Très souvent, on parle des autres, on les met en vedette, mais il arrive très souvent que par les agissements de certains d'entre nous, on soit obligé de parler de certaines choses dont on aurait pu trouver les solutions à l'interne. Et moi, je suis parfois déçu un peu par nos aînés. Et ça a commencé depuis quand le président de la transition nous a reçus pour ce fameux déjeuner. J'ai écouté des discours là, mais qui ne font pas honneur à une presse qui revendique une certaine indépendance, une certaine liberté face à quelqu'un qui a une arme. Et cela s'est répété, c'est vu aussi dans l'attribution de cette maison de la presse. Et on a accepté cette honte qu'on nous a jetée à la figure de servir de caution pour une action qui ne respecte pas la loi, en allant accepter une maison de la presse qui est en réalité une maison querellée, une maison litigieuse et qui va nous amener à faire face à un citoyen qui a été victime d'expropriation et de manière brutale. Et dans la communication du procureur, on a reçu certains de nos collègues, de nos amis, les responsables d'associations qui sont allés, mais dans les comptes rendus qui ont été faits ça et là, il y a un élément dedans qui m'a quand même un peu déçu. On est allé défendre la corporation, on est allé dire au procureur, voici les limites que vous ne pouvez pas franchir. Mais on est allé dire à ce même procureur, impliquez-nous dans votre cellule de communication. Est-ce qu'on est allé commander des privilèges ou on est allé se faire imposer il faut dire que excusez-moi pour vous aider, ils sont même pas allés demander dire au procureur voici vos limites. Ils sont allés lui dire votre commune, on n'a rien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est ce que vous comprenez? Comme si on ne savait pas lire entre les nous. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le procureur? C'était intéressant quand même, PDSA. C'était intéressant parce que c'est un acteur de la vie publique. C'était intéressant avant toute communication, à mon avis. Et ça, moi, j'ai salué ça. Qu'on aille d'abord le rencontrer et l'écouter. Il aurait dû faire la même démarche avant de communiquer sur la presse. Nous inviter, dire j'ai constaté tel. S'il ne l'a pas fait, nous, on n'a pas besoin de le faire. Permettez, je ne regrette pas le fait que les présidents des associations de presse soient allés vers le procureur pour lui dire nous avons entendu dire ça et vous l'auriez dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Et écoutez sa version, maintenant agir en fonction de cela. C'est tout à fait responsable cette démarche. Maintenant, c'est à l'intérieur qu'on a compris que ce n'était pas vraiment ce qu'on attend. Maintenant, le procureur Sarret, mais ça ne surprend pas. Sarret, c'est quand même le juge qui a mis Lansana Camara en prison en dépit de la loi sur la dépénalisation des délits de presse. C'est lui, Sarret. Mais ça ne surprend pas. Et ensuite, quand c'est quelqu'un qui vous savez, quand il a été nommé, on en parlait ici, vous avez trouvé que j'étais un peu excessif quand j'ai dit que c'était un bavard. Et c'était un bavard. Il y a des choses qu'il dit qu'il n'a pas besoin de dire. On va traquer tout journaliste. Mais dis à tes procureurs
Quand un journaliste est fautif de ça, c'est même normal que dans la vie normale, quotidiennement, quand quelqu'un est en faute, on n'a pas besoin de prendre un mégaphone et un micro pour dire ça, on va faire... Ce sont des menaces en réalité. Et vous verrez au mois de juin, et je pense au mois de mai, au mois de juin, il y a le rapport annuel et mondial de Reporters sans frontières. Vous verrez que si sous Alpha on a régressé en termes de liberté de la presse, vous verrez que sous Doumbouya on va commencer à régresser à partir de cette année-là, du fait des agissements de ce procureur-là qui, à mon avis, je ne sais pas si il est un peu agité. Oui. Vous n'avez pas, pour appliquer la loi, vous n'avez pas besoin de crier. Faites application de la loi. D'accord, nous, Baldé, aujourd'hui, on sait quand même que sous Alpha Condé, et la presse, on disait quand même, on avait même s'il y avait quelques éléments parfois, mais on parlait bien. On parlait beaucoup. Non, c'est clair que c'est une régression, comme l'a dit Tcherno aussi. On va le sentir probablement sur le rapport. Mais moi, je voudrais aussi relever la complicité de la HAC. La haute autorité de la communication devrait emboîter le pas au syndicat. Le syndicat a défendu, en quelque sorte, évidemment, les conseillers. C'était à eux d'embrayer et de souscrire à cette démarche-là. Mais malheureusement, je le disais il y a 2 jours, le problème que nous avons aujourd'hui, oui. Nous sommes dans un pays où le président de la haute autorité de la communication est accusé de détournement de deniers publics et il continue à décider. Et ça veut dire que si la moindre autorité exprime le moindre souhait d'agir dans un sens ou dans un autre, c'est automatiquement qu'il suit la démarche pour éviter de se faire emprisonner. On sait que ceux qui avaient été accusés au même titre que Boubacar et Yacine Diallo sont aujourd'hui démis de leurs fonctions. Yacine est à la tête de la haute autorité de la communication. On ne l'a pas démis, il n'a pas démissionné non plus. Donc, c'est malheureusement un risque pour les médias, pour la liberté de la presse en République de Guinée, parce que le moindre souhait des autorités doit être suivi de fait par la volonté du président de la HAC. D'accord, on va poursuivre l'émission. C'était ce qu'on pouvait dire sur cette sortie de Charles Reitz. On attend bien de savoir ce qui pourrait être sa démarche désormais, en tout cas en face ou contre la presse. On attend, on observe bien, et le syndicat de la presse quand même dit que la liberté de la presse ne se négocie pas. On parle à présent de cette... Vous n'allez pas faire comme s'il n'y a rien. Il faut ajouter que les sanctions ont commencé déjà. Absolument. Les sanctions ont commencé. Oui. Il faut ajouter à cette sortie de Charlotte quand même le communiqué la veille de la haute autorité de la... C'est une décision. Oui, une décision qui suspend donc, une émission. Voilà. Donc je pense que si on s'est un peu tué sur l'injonction de la haute autorité de la communication, c'est parce qu'on a pensé que c'est tout à fait normal, mais ça mérite d'être évoqué. Parce qu'on a vu que dès après, il y a nos confrères de Dioma qui commencent à subir. On ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est tout à fait... Parce que c'est dans quand même les prérogatives de la HAC de le faire. Ça, on le reconnaît. De nous rappeler à l'ordre. Oui. Mais il faut que... C'est de notre droit aussi, à chaque fois que quelqu'un d'entre nous est touché, je pense que la HAC acceptera qu'on ait un peu peur et qu'on dise attention, qu'est-ce qui se passe? Et surtout qu'on a entendu un procureur aussi le dire. N'oubliez pas qu'il y a une loi quand même, la loi sur la liberté de la presse. N'oubliez pas que la haute autorité de la communication n'est pas un organe de l'État contre la presse. C'est pas un gendarme, c'est un régulateur. Oui, et les régulateurs, c'est dans les deux sens. Non seulement quand les médias sont fautifs vis-à-vis de la loi et de l'État, mais aussi la HAC, on doit la sentir quand on voit l'État violer la liberté de la presse. Quand on voit un procureur s'acharner de la sorte, on a besoin aussi de sentir la HAC à nos côtés. Oui, nous, Baldé l'a dit, on devait plutôt recevoir un communiqué, en tout cas une sortie de la haute autorité de la communication qui dise
voilà jusqu'où nos prérogatives sont, vous également, voilà jusqu'où vous devez aller ou pas aller. Mais tout cela n'a pu suivre cette sortie du procureur. On poursuit l'émission avec à présent ce feuilleton ou cette série de récupération des biens bâtis et non bâtis publics. Et la cité ministérielle, je le rappelais tout à l'heure dans le libellé, la cité ministérielle, il y a déjà des rétablissements qui ont commencé. Il y a des familles auxquelles on a adressé des courriers pour dire qu'elles ne sont pas concernées par la démarche en cours après étude de leurs documents. Pendant ce temps, c'est Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré qui se retrouvent ou qui sont toujours en référé devant le tribunal. Et comment comprendre tout cela aujourd'hui, nous, Baldé? Honnêtement, c'est compliqué. On sent, c'est à mon avis sur ce sujet, qu'on a véritablement senti l'amateurisme de nos dirigeants. On oubliait parce que dès qu'on a commencé les nominations, il y a eu quand même des dénonciations, des gens qui ont estimé qu'on ne peut pas gouverner avec un président qui vient d'arriver, qui ne connaît pas l'administration, un premier ministre qui n'a aucune expérience gouvernementale, des ministres, des secrétaires généraux, des chefs de cabinet qui n'ont aucune expérience gouvernementale. Et on est obligé d'être confronté avec ce que nous vivons aujourd'hui. On a débattu pendant de longs moments sur les passeports dont on a privé à des personnes nécessiteuses. Aujourd'hui, c'est par rapport au domaine de l'État et on sent que le patrimoine bâti commence à reculer, sans doute suite au Conseil des ministres où le président lui-même s'est exprimé dans ce sens, et probablement la justice qui pourrait emboîter le pas, parce qu'on sait que l'objectif primordial de la justice, c'est la paix. On sait que la justice, logiquement, elle est là pour permettre à ce qu'il y ait la paix. Et donc, nous espérons que lundi, tout ça sera décanté et que les juges nous permettront de respirer à plein poumon. Oui, de respirer à plein poumon. Et c'est que Jamal Pendessa sur cette question. On a vu des images d'ailleurs qui passent sur Espace TV à l'instant. On a vu cette invitation du chef d'état-major. On s'attendait au ministre de l'administration du territoire ou au premier ministre qui entretiennent des acteurs politiques sur l'actualité, mais qu'on se retrouve au camp Samori pour dire quoi, même si après il y a eu des éléments de contusion entre Jean-Marc Teliano, Faya Milimono, de ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de panique qui s'empare désormais du CNRD dans cette logique de récupération des domaines? Bon, panique ou pas, une fois encore, c'est pas parce que c'est le régime militaire qu'il faut chercher à effrayer les gens à tout prix. Et je pense qu'on devait choisir un autre lieu pour les inviter. C'est eux qui sont en train de contribuer même à diaboliser le régime. Sinon, on estime que c'est des Guinéens comme nous autres, bien qu'ils portent des tenues. Mais voilà, tout doit se passer dans les règles de l'art. Mais si vous laissez... On a beaucoup d'institutions, beaucoup de départements ministériels. Vous laissez tout ça pour inviter les gens dans les camps, ça veut dire quelque chose. Ça ne donne pas une bonne image au pays. Donc ça, c'était à dire de passage. Maintenant, cette affaire de récupération des biens, je ne sais pas si on est arrivé à cette précision ou sinon à cette particularité évoquée par le gouvernement Conseil des ministres. Oui. Si on est arrivé à ce niveau, ça nous amène à dire ce qu'on disait ici, je crois, il y a une semaine. On n'est pas contre la récupération des biens de l'État, on approuve tous. On demande de respecter les règles y afférentes, mais aussi il faut appliquer les mêmes règles pour tout le monde, éviter du deux poids deux mesures. Voici ce qui se passe au niveau de la cité ministérielle, là où on veut justement appliquer des règles de spécificité. Vous comprenez? On invite les gens, puisqu'en Conseil des ministres, on a dit on va se recevoir d'abord pour examiner les dossiers au cas par cas.
Justement, ça a été fait, des familles ont été invitées. Et puis, ils sont venus présenter des droits. Vous vous rappelez, je parlais ici de l'assistante particulière de Sékou Touré il y a une semaine. Oui, avec l'ancien directeur général adjoint du bâtiment bâti, dont le bâtiment a été mis à disposition. Une partie de son domaine a été récupérée par Mounir Sissé, le ministre Ibrahima Kourouma à l'époque. Pas pour mettre au compte de l'État, mais pour donner à un particulier. Cela n'a pas suffi. Quand il y a eu changement de régime, elle a commencé à se régir pour dire peut-être l'injustice va être corrigée, puisqu'on dit désormais la justice est la boussole. C'est Madame Aïssatou Bobo Bari, c'est son nom. Elle était durant des années la secrétaire particulière de Sékou Touré. Quand vous échangez, vous sentez des enseignements dans ce qu'elle dit, parce que elle a été surprise de voir beaucoup de choses. Elle dit, nous, on n'était pas habitués à ces pratiques. Elle me dit, par exemple, le président Sékou Touré, même elle voyait des bijoux avec nous, elle vous demandait comment est-ce que vous avez vu ça. Parce que il faut servir d'exemple quand vous gérez les affaires de l'État. Je ne veux pas de corruption. Elle dit, donc, nous, on est habitués à ça. Du coup, on vient tomber sur nous avec des pratiques, des gens qui viennent donner de l'argent pour nous retirer quoi que ce soit. Mais avec l'arrivée de Mamadi, elle a pensé que tout était fini. Elle a mené des démarches. Ça n'a pas marché. Et cette invitation commune, elle est partie avec des dossiers. Elle fait partie des familles qui ont été rassurées. On leur a dit, madame, vous avez de très bons dossiers. Vous pouvez aller continuer à rester chez vous. Et puis, il y aura des courriers qui vont vous parvenir. Vous comprenez? Et puis, avec tout son parcours, tout ce qu'elle a fait, on dit, vous ne méritez pas certaines choses, allez-y, restez tranquille. À sa surprise générale, vous avez vu quelques courriers adressés à certaines familles. Il y a des familles qui ont reçu des enveloppes, notamment ses voisins, certains de ses voisins, en tout cas des voisins. Elle attend, elle ne voit pas son courrier. Elle cherche à appeler pour dire, pourtant on m'avait dit de venir rester tranquille, j'allais recevoir des courriers, mais j'ai vu des courriers avec des voisins. Vous avez cité quelques familles là. Oui, il y a la famille Moussa Diakité, la famille de Lamine Condé. J'ajoute qu'il y a aussi la famille Siké, l'actuel secrétaire général du gouvernement. Son papa aussi était là, donc leur famille aussi. Ils ont reçu la lettre pour dire qu'ils ne sont pas concernés, peuvent rester. Elle, la mauvaise nouvelle, elle appelle pour renseigner pourquoi elle n'a pas reçu son courrier. On dit, madame, vous avez la malchance de tomber sous un document signé sous Lansana Conté. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est sous Lansana Conté, on dit c'est de la pourriture, quoi, en quelque sorte. Nul est de nul est fait. Vous comprenez? Elle dit, mais c'est des dossiers qui ont été préparés par le gouvernement d'Ahmed Sékou Touré. Entre-temps, il est décédé à un coup d'État. Au mois d'août, je crois, le 17 août 1984 de la même année. C'est-à-dire, le gouvernement qui était là, le ministre a trouvé des dossiers qui étaient prêts, il n'a fait que signer. D'accord. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, cela veut dire qu'elle doit être déguerpie demain. Demain lundi. Puisque c'est la cité ministérielle, je crois que pour l'instant, ils vont rester pour la suite. Attention. Oui. La date butoir qui leur a été donnée, c'était le 28 février. À minuit. Maintenant, on dit on va examiner leur dossier au cas par cas. Ceux-là qui ne seront pas concernés vont continuer à rester. Et si vous êtes concerné, cela veut dire que demain, vous devez quitter. D'accord. Donc, puisqu'on lui dit qu'elle a la malchance de tomber sous un document signé sous Conté, je pense que qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que tous les dossiers signés sous Conté sont forcément faux? D'accord. Et je pense qu'il faut c'est une question qu'on se pose deux poids, aussi. deux mesures, évidemment. Effectivement, c'est le terme, le 2 poids 2 mesures, qui pouvait ou qui pourrait garantir la transition, donner toute la crédibilité à cette junte. Mais si c'est le 2 poids 2 mesures, certains sont des fils à papa, d'autres ne le sont pas. Je crois que ça peut être très compliqué. Alors, pour le cas où le cas spécifique de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré, les militants quand même ont dit que leur leader ne quittait pas les lieux, même si eux-mêmes au départ avaient jugulé. Non, moi je commence d'abord par saluer cette prise de conscience, parce que c'est comme ça je le dis, et le fait que on ait mis, comme le président Ouattara l'a dit, un peu de l'eau dans leur Niamakoudi, parce que ça sonne comme ça quand le président de la transition dit qu'il faut qu'on examine au cas par cas la cité ministérielle. Moi j'applaudis.
Mais je dis, il faut élargir ça à l'ensemble des jeunes qui sont concernés. Oui. C'est tous les cas qu'il faut voir au cas par cas. On ne peut pas traiter comme ça. Deuxièmement, je salue le fait que dans le compte-rendu du dernier conseil de ministres, que le Premier ministre ait pris sa responsabilité pour au moins oser dire en conseil qu'il faut qu'on respecte la loi, la justice dans cette affaire. Je salue le fait aussi, dans ce même communiqué, dans ce même compte-rendu du Conseil des ministres, qu'on ait dit qu'il faut désormais respecter. Et quand on dit désormais, ça veut dire qu'on est conscient que jusque-là, les choses ne sont pas faites telles que ça se doit. Vous voyez qu'on a, je l'avais rappelé la fois dernière, un ministre en charge de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Vous avez le patrimoine bâti public. On a mis en place un comité interministériel de récupération des domaines de l'État, composé du ministre de l'habitat, le ministre de la sécurité et d'autres responsables. Après, paf, c'est le CNRD en tant qu'organe qui sort, des militaires qui sortent pour dire, dont on ne connaît pas la liste exhaustive d'ailleurs, qui dit non, c'est à nous de le faire. Et d'ailleurs, nous suspendons l'émission des titres fonciers et tout ça, ce qui porte atteinte au droit à la propriété. Donc, si on s'est rendu compte finalement que tout ceci n'était que vraiment, qu'on appelle ça, une sorte d'irrégularité et qu'on veut mettre la forme désormais, je dis bravo. Maintenant, peut-être qu'on est en train de réparer des bêtises entre griffes et qu'on a décidé d'examiner au cas par cas et qu'on a adressé des courriers à certains pour leur dire vous ne devez pas quitter. Je demande à ce que l'opération soit faite avec la plus grande transparence nécessaire pour ne pas qu'on privilégie X parce que il est secrétaire général du gouvernement et que sa famille est visée, ou bien qu'on privilégie Y parce que lui il a pu rencontrer la bonne personne, et qu'on ne le fasse pas. Maintenant, pour les cas de Cellou et Sidia, un petit rappel quand même est nécessaire, c'est que ils ont saisi la justice, le tribunal de Dixine, tous les deux je pense, ont saisi le tribunal de Dixine et ont obtenu de la présidente du tribunal la possibilité d'ester contre l'État, oui, l'agence judiciaire de l'État qui représente le patrimoine bâti public. L'État donc dans une procédure qu'ils ont appelée référée, c'est-à-dire qu'une procédure accélérée, vu qu'il y a urgence, demander au tribunal ne serait-ce que la suspension de l'exécution de la décision. Oui. Maintenant, après, on se rend compte que ce n'est même pas une décision, parce que c'est une lettre qui a été adressée à ces gens-là. Maintenant, c'est à eux de voir, à mon avis, est-ce qu'il faut, vous qui avez des décrets, est-ce que c'est une lettre qui vous fait quitter là où vous avez obtenu sur la base d'un décret? Maintenant que la justice a été saisie et qu'elle semble jouer dilatoire, comme il l'a dit tout à l'heure, elle aurait pu trancher vendredi, elle reporte à lundi. Il y a quand même un risque. On a réuni tous les ingrédients pour qu'il y ait un risque d'affrontement lundi. Et ça, on est clair dessus. Parce que le dernier jour, c'est 28. Qui sait si le patrimoine bâti ne va pas envoyer des gendarmes demain ce Cellou et ce Sidia pour les déloger? Et qui sait si cela venait à se faire, s'ils ne trouveraient pas là une certaine résistance? La justice avait eu l'opportunité justement de nous éviter ce choc en faisant en sorte qu'on vide ce contentieux avant lundi, et que Cellou et Sidia n'ont pas raison et que cela leur a été notifié, qu'ils vident les lieux et qu'ils continuent leur procédure judiciaire. Mais là, on a réuni tous les ingrédients, pour que si déguerpissement venait à avoir lieu, pour qu'il y ait affrontement. D'accord, comme pour dire que Amadou Damaro Camara n'aurait pas eu raison de quitter aussi facilement. Hein? Non, je pense que c'est différent. Oui. Je pense que c'est différent. On parle souvent de Damaro, de Nantou, même du colonel Mamadi Doumbouya pour opposer au cas Cellou Sidia. C'est faux. C'est pas comparable. Ouais. C'est quelqu'un qui vient bailler vous, qui louer, je présume, c'est pas votre bâtiment. Je sais qu'à Dafo en a un à Bonfi. Vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas quitter ici. Ouais. Si le propriétaire vient et décide de récupérer, il récupère. Vous comprenez? Ça appartient à l'État. Si l'État décide de récupérer, il récupère. Pour ce qui est de Cellou et de Sidia, c'est totalement différent. L'État a déclassifié, à travers le chef de l'État, a déclassifié le domaine et l'a vendu à des acquéreurs qui s'appellent Cellou Dalein, Sidia Touré. Et donc, ce sont des propriétés privées, normalement. Et pour le confirmer, le colonel Mamadi Doumbouya a fait un décret de restitution
d'un domaine à la famille de Sékou Touré. Vous savez que en gouvernant, quand vous posez des actes, ça conforte ou effrite le droit d'une tierce personne. Donc le fait de prendre un décret, restituer les cases de Bellevue à la famille de Sékou Touré, ça montre que si on suivait la logique, il n'y a pas de débat autour des domiciles de Sellou et de Sidia. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé par rapport à l'achat de ce domaine. Il a rappelé que Sékou, dans un de ses discours à Paris, a dit que ce sont les dockers qui ont cotisé pour qu'ils puissent avoir la carte d'être syndicat, pour se faire élire, pour prouver qu'ils n'avaient rien. Oui. Et c'est ce Sékou, maire de Conakry, qui a acheté ce domaine. Il était maire, donc il gouvernait Conakry quand il a acheté ce domaine. Oui. Et Sellou et Sidia ont gouverné, ils ont acquis des domaines. Mais au-delà de tout ça, oui. Vous savez, beaucoup disent que ce débat autour des domaines, ce débat autour de Sellou et de Sidia, c'est pour amuser la galerie, c'est pour désorienter l'opinion sur les sujets réels, sur les sujets essentiels, la durée de la transition, la composition du CNRD, où est-ce que veut aller le CNRD, où est-ce qu'ils veulent mener la Guinée. On sait que le colonel et son entourage ne peuvent pas provoquer Sellou et Sidia, parce qu'ils savent qu'en le faisant, ils provoquent une bonne opinion nationale. Une bonne opinion de la Guinée, une bonne partie de l'opinion. Quand Alpha Condé était président de la République, avait toute l'administration, avait, comme on le dit, la Banque centrale et tous les moyens, il n'a pas pu empêcher Sellou et Sidia d'avoir plus de 40% de la population. À l'Assemblée nationale, ils ont eu près de 47% des députés, alors que Alpha Condé avait tout et voulait tout avoir. Vous comprenez? Ce n'est pas une junte, ce n'est pas quelqu'un qui est venu par la force chipper le pouvoir. C'est pas lui qui a plus de positions, de prérogatives, de légitimité qu'Alpha Condé pour le faire. Donc, beaucoup estiment que réellement, si on voulait récupérer des domaines de l'État, comme on le dit, si on voulait aider le pays, le débat, ce n'est pas pour loger des ministres. Oui. Le débat, ce n'est pas pour récupérer 2 parcelles, 2 domaines. Le débat, c'est comment loger le Guinéen en général. Pourquoi ne pas bâtir d'autres logements sociaux, pouvoir aider d'autres citoyens au lieu de concentrer. C'est la 3e fois que vous me coupez. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Vous pouvez normalement, si vous êtes là pour gouverner et rendre le pouvoir, respecter les personnes respectables que vous avez trouvées dans ce pays. Vous ne pouvez pas faire croire que vous venez pour, comme disaient les Blancs quand ils sont arrivés, qu'on nous montrait la bonne voie, ou quand les religieux vous parlent, vous sortir du noir, vous montrer la lumière. Vous ne pouvez pas. Ils étaient là dans ce pays. Ils ont été quelquefois complices de certaines pratiques de ce pays. Ce n'est pas des étrangers, les membres du CNRD. Évidemment, on ne sait pas qui est qui, mais ils doivent faire attention, ne pas engager notre pays dans une instabilité. Vous êtes largement compris. Et à votre avis, nous, Baldé, Sellou, d'Alain Diallo, Sidia Touré ne sont pas quand même Madame Aïssatou Bobo, hein? Non, mais attendez, Hadja Aïssatou Bobo, Bobo. Moi, j'ai parlé avec Elarj Sanloua Baldé, qui est opérateur économique, mais qui m'a parlé de cette dame qui était au-delà de ce rôle d'assistante particulière de Sékou Touré, une mémoire. Il m'a orienté pour quelqu'un qui veut connaître l'évolution de ce pays
vers cette Elle grande évolue dame. dans le domaine de la culture Effectivement, aussi. pour D'accord, oui, l'écouter. oui, mais sur cette question, ce sont quand même des anonymes. Ils sont nombreux des anonymes. C'est vrai que vous pensez que le CNRD ne doit pas provoquer les Sidia, les Selou, mais il y a des anonymes quand même qui croupissent sous ce poids de récupération. Mais ce que vous oubliez, c'est justement ce qui révolte. Vous avez rappelé à un moment donné, vous savez que les cellules et Sidia étaient disposés à quitter. Vous savez que ce sont leurs militants qui ont souhaité, parce que les gens ont compris dans les autres quartiers qu'ils étaient tous menacés. On sait que l'argument cellule Sidia, c'est pour atteindre d'autres personnes. Et on sait qu'il y a d'autres cités qui n'ont pas été touchées. D'abord, oui. D'abord, oui. Oui, mais pourquoi commencer par là où c'est plus compliqué? Pourquoi commencer par... Mais attendez, vous pensez que c'est là-bas c'est plus compliqué? Mais parce que pour... on sait qu'il y a des gens déterminés, ils l'ont dit dans les différents QG. Je ne sais pas si vous avez suivi Saïkou Yaya à l'UFA, qui a clairement levé son point pour dire ne touchez pas Sidia, ne touchez pas Sidia. On sait que les gens sont engagés. La semaine dernière, c'était à l'UFDG, le porte-parole Siré Diallo de l'Axe qui avait pris la parole pour prévenir. On a entendu également Selou Baldé sur la même question. Oui, rapidement, Thierno Amadou Kamara, est-ce que ça nous amène désormais à avoir davantage de privilégiés? Et il ne faut pas toucher à Selou, il ne faut pas toucher à Sidia, tu peux toucher à... Surtout de manière injuste, parce que... Non, attention, c'est important de préciser de manière injuste. Les autres aussi... C'est des militants qui se sont exprimés dans les QG. Attention, c'est des militants qui se sont exprimés dans les QG des partis politiques. Mais ils ont tous dit qu'il fallait respecter la loi. Il y a un décret qui a dit quelque chose. Mamadi est en train de faire d'autres décrets. Il a restitué les cases de Bellevue. Il ne peut pas comprendre qu'il restitue ça à la famille de Sékou Touré et qu'ils disent que pour les autres, leur décret n'est pas valable. D'accord, oui. Il y a quand même quelque chose. Ce que je voulais placer tout à l'heure quand nous parlait, je commence par ça pour ne pas oublier, c'est qu'en disant que, je vais dire, ce n'est pas... on n'a plus que 3 minutes. Ce n'est pas l'essentiel, c'est même un peu noyer le débat. Peut-être que c'est leur priorité, mais le débat qui est là, et il faut le ressortir, parce que dès qu'on dit aujourd'hui domaine de l'État, pour tout citoyen, on dit non, il faut récupérer. Mais on vous dit qu'il y a une différence qu'il faut faire entre domaine public de l'État et domaine privé de l'État qui est cessible, et que cela a été cédé par l'État à travers des décrets et à travers des procédures qui ont été... Pourquoi on est sourd pour ne pas entendre ça, si on veut vraiment mener le débat de façon juste? Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, justement, vous avez raison d'évoquer le cas des anonymes dont on ne parle pas. Mais en parlant du cas de Selou et de Sidia, je pense qu'on parle de façon globale. Absolument. Mais c'est un peu maladroit très souvent dans l'opinion publique de poser le débat en ces termes. Ah, mais pourquoi Damaro et pourquoi pas... Non. Écoutez, la justice, c'est la justice. Pour le cas d'Amaro, il a baillé le domaine de l'État. Je ne suis pas d'accord de la manière dont on l'a sorti. C'est brutal. Il est libre de saisir la justice, comme l'a fait Selou, comme l'a fait Sidia. Je dis une fois encore, c'est dans l'intérêt du CNRD de faire en sorte qu'il y ait une sorte de rectification de ce qui a été fait jusque-là, parce qu'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a eu quelque part des erreurs ou des fautes, et c'est humain. Et j'ai commencé par saluer le fait que le colonel Doumbouya se rende compte qu'il y a quand même des choses à revoir et qu'il demande à son administration de voir les choses au cas par cas. Il a donné quelque chose qui peut être une raison. On a changé du Premier ministre au plan... On a tout changé. Je veux dire, et j'en riais tout à l'heure et je voudrais le dire, je porte mon manteau maintenant de cousin à plaisanterie pour dire à nous que je l'avais dit ici qu'il ne faut pas renvoyer tout le monde. Il me disait non, il faut mettre tous les gens dans la poubelle. Aujourd'hui, voilà les conséquences. C'est nous qui disions qu'il fallait mettre tout le monde dans la poubelle. Je dis non. Il y a parmi les anciens ministres d'Alpha Condé, il y a de bons, il y a de mauvais. Les anciens directeurs d'Alpha Condé, il y a de bons, il y a de mauvais. Mais vous qui avez été chef d'unité sous Alpha Condé, vous venez et vous pensez qu'il faut changer tous les autres. D'accord, on est carrément au terme. Non, un seulement, parce que moi j'entends même avec des confrères, des gens qui disent non, c'est le Sidia doivent céder ces domaines. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand Selou ou Sidia vous dit qu'ils se sentent visés, c'est qu'ils ont des informations
que vous n'avez pas. Quelqu'un ne peut pas avoir plus de 2 millions d'électeurs et être réduit à un champ de réseau, à un réseau aussi réduit qu'un reporter et un journaliste qui croit tout connaître. On est pratiquement au terme du temps qui nous est imparti au compte de cette émission de ce dimanche. Merci à Thierno Amadou Kamara d'être venu. Merci à nous Baldé. Merci à Sekou Jamal Pendessa. Nous pensons également à Lansana Kamara qui est dans les cas sociaux de décès de suite. Voilà pourquoi il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et Diana Diallo, consigne de mariage, qui n'a pas pu lui permettre d'être avec nous. Alpha Kabine Sidimé de penser avec nous également du côté de Kindia pour ce week-end, en tout cas pour déplacement professionnel, je le précise. Merci à tous les autres, à tous les autres. Merci à notre technicien Abdul Gadir Dramé. Merci à Aboubakar Fotesouma, à notre grand directeur général Cabinet Condé qui relaie de l'autre côté Keita et monsieur Bangoura de la technique. À tous, merci. Retrouvez demain quand il est 9h. Le grand turbo, Lamine Girassi au compte des grandes gueules. Au revoir.